Salam alaikum, Azul Fillaouen, bonsoir. Grosse surprise pour vous aujourd'hui, mes chers amis. Calez-vous bien dans vos fauteuils. J'attends que vous attachiez vos ceintures, que vous posiez votre tasse de café, pour que vous ne la versiez pas sur vos genoux, que vous posiez votre cigarette sur le cendrier. Ok, tout est bon, vous êtes parés, allons-y. Ce matin, je cherchais des informations pour le sujet d'aujourd'hui, l'élection du député Tliba à la vice-présidente de l'APN. Un non-événement en soi, mais dont il faut bien parler pour rester arrimé au train des jours gris et mornes, au train FLN, RND et autres sellels. J'ai donc été sur ma boîte mail pour voir si j'avais une réponse d'un apparatchik du FLN à qui j'avais proposé de venir nous expliquer un peu ce qui se passait dans la combuse. Et là, je tombe sur un courrier émanant d'une adresse inconnue. J'ouvre, je lis, et je suis tellement sidéré que je me dis tout de suite que c'est un canular. Sauf qu'à la fin de la lettre en question, puisque c'était une lettre, l'expéditeur, dont je vais vous dire le nom dans un instant, me demande de l'appeler sur un numéro de téléphone personnel qu'il me donnait dans le courrier, pour bien confirmer que c'était lui qui en était l'auteur. Je prends donc mon téléphone et j'appelle le dit numéro en Algérie. Allô, salam alaikum, voilà, je suis la personne à qui vous avez envoyé le mail, je vous appelle comme vous me l'avez demandé. Ah, me répondit-il tout de suite, salam Khouya Jamal, Khouya Jamal Din, comme ça qu'il m'a appelé. Oui, c'est bien moi, je confirme que je suis bien, tenez-vous bien, que je suis bien Saïd Bouteflika. Ta-ra-ta-ta. Mais comme je suis naturellement méfiant, pour m'être fait brouetter tellement de fois, je lui dis que cela ne prouvait rien, qu'il était peut-être un bon imitateur. Alors il me donne son identifiant Skype et me demande de le contacter par ce biais. Je m'exécute sur le champ. Et devinez qui apparaît sur mon écran? Saïd Bouteflika en personne, avec un air malicieux, habillé d'un sourire moqueur. Voilà, me dit-il, vous avez confirmé, c'est donc moi qui vous ai envoyé cette lettre. Au plaisir de vous voir, et il raccrocha sans plus de façon. Voilà. J'imagine qu'il ne m'a pas envoyé cette lettre juste pour me faire plaisir, à moi. J'imagine qu'il voulait que je vous la lise, et je vais donc vous la lire. Quand je vous disais qu'il fallait attacher vos ceintures, hein? Allons-y. Mon cher Jamaldin, comme beaucoup de nos compatriotes, je suis avec une grande attention les émissions d'Al Magharibiya. Vous y dites des choses très intéressantes. Mais malheureusement, en plus d'informations inexactes, vous êtes souvent très injustes. Vous n'êtes pas les seuls de toute façon, mais venant de vous qui me semblez sincèrement attachés à une information sincère et intelligente, merci, j'espérais que vous alliez distinguer ce qui était derrière les apparences. Mais en vain, malheureusement. Vous n'êtes pas vraiment différent des autres puisque vous ne savez pas lire. Non pas seulement entre les lignes, mais surtout derrière les mots, derrière les images, derrière les apparences. J'ai voulu alors vous ouvrir mon cœur, vous révéler certaines vérités que vous ne voyiez pas. Je ne sais pas ce que vous ferez de cette lettre, si vous allez la rendre publique ou non, je vous laisse le choix, comme je le confie au destin et aux forces supérieures qui tracent nos routes. Pour de très nombreux Algériens, dont vous-même, je suis cet homme qui personnifie le mal, le vice, la ruse,
la confiscation de la volonté populaire. Vous dites et vous répétez que je suis l'homme de la France, que je suis un voleur, que j'ai pris mon frère en otage, que je prends toutes les décisions en son nom. Vous dites aussi que j'ai volé des milliards de dollars, que pour prendre la totalité du pouvoir, j'ai nommé des centaines de généraux, que j'ai tous corrompus, que j'ai tous compromis et sur lesquels j'ai des dossiers très lourds. Vous dites aussi que la France m'a aidé à faire pression sur tous les grands barons du régime, parce qu'elle dispose sur eux de preuves accablantes, non seulement sur des blanchiments massifs d'argent détourné, mais aussi sur des crimes contre l'humanité, commis pendant la décennie tragique. Vous dites aussi, entre parenthèses, il écrit très bien Saïd Bouteflika, vous ne trouvez pas? Bon, je continue. La décennie tragique. Vous dites aussi que c'est grâce à la France que j'ai réussi à démanteler le DRS pour prendre la totalité du pouvoir et empêcher cette structure de lutter contre la grande corruption qui m'aurait permis de faire main basse sur tous les leviers de la décision politique et économique. Vous dites que j'ai dilapidé plus de 800 milliards de dollars en 15 ans de règne pour anesthésier le peuple et pouvoir ainsi faire du pays ce que je veux et ce que mon frère voulait. Vous dites aussi que je m'apprête à manipuler la Constitution, encore une fois, pour me ménager une piste pour la prise définitive du pouvoir, puisque selon vous, mon frère serait en train de vivre ses derniers jours. Vous dites tant de choses qui paraissent tellement vraies, parce qu'en bon faiseur d'opinion, vous savez les faire coller au vraisemblable, au possible. C'est une si vieille méthode. En vérité, vous avez été d'une grande injustice à notre endroit, mon frère et moi. Avant même qu'il ne soit élu, mon frère savait que le pays était sous le contrôle total de la junte, et tout particulièrement du DRS. Il savait qu'il ne pouvait être élu que s'il rusait, que s'il entrait dans la logique des maîtres du jeu. Et c'est ce qu'il fit. Il joua à leur jeu, fit comme s'il était leur chose. Il les persuada qu'il serait un président docile et qu'il accepterait de rester à l'intérieur du cadre qu'il lui avait fixé, de ne jamais transgresser les lignes rouges qu'il lui avait tracées. C'est simple. S'il n'avait pas accepté ces conditions, il n'aurait jamais été élu. Et ça, vous oubliez toujours de le dire. Mais, une fois à la tête de l'État, mon frère commença à mettre en place une stratégie pour neutraliser progressivement la junte. Personne ne le comprit et personne ne l'aida. À la fin de son premier mandat, les faiseurs de roi décidèrent de l'évacuer, de le chasser et de le remplacer par quelqu'un d'autre qui pouvait offrir plus de garanties pour eux, qui soit plus contrôlable. Personne parmi vous, qui vous vantez d'être des élites de ce pays, ne comprit l'enjeu de ce qui se passait. Mon frère était seul face à une redoutable organisation qui avait le contrôle de tout le pays, jusqu'au moindre petit douar. Fort heureusement, mon frère sut manœuvrer habilement et proposa à la junte qu'il pouvait conjurer les graves menaces de poursuite pénale internationale pour crimes contre l'humanité qui pesaient sur ses membres. Et il leur fit savoir que des dossiers très lourds existaient sur chacun d'eux. C'est ce projet de charte pour la paix et la réconciliation, entre autres grosses enveloppes, glissées là où il fallait, qui a réussi à le faire élire pour un deuxième mandat. Mais ce que vous et tous les Algériens n'avez pas donné à cet homme, c'est votre soutien, votre engagement désintéressé à ses côtés, aux côtés d'un homme qui ne voulait que vous débarrasser de l'oppression de ceux qui vous tenaient entre leurs griffes. Cette aide que vous n'avez pas su donner à ce président, le destin allait la porter, avec la flambée inespérée des prix du baril. Du jour au lendemain, la manne nous tomba entre les mains. Grâce à une caisse noire secrète que nous avions constituée avec l'aide de Chakib Khalil, qui est un grand voleur, mais aussi un homme très habile, nous avons pu nommer un grand nombre de nouveaux généraux et mettre de notre côté la quasi-totalité de tous ceux qui étaient à des postes de commandement. Tous.
Nous avons noyé la dizaine de gros décideurs sous la marée de centaines de généraux, de milliers de colonels, de centaines de nouveaux millionnaires en dollars. C'est à partir de ce moment que nous avons commencé à prendre le contrôle. Mais le plus dur restait à faire, neutraliser le puissant DRS, qui continuait de contrôler tous les leviers de la décision politique. Aucune nomination à de hautes charges ne pouvait se faire s'il ne donnait pas son feu vert, ni aucun limogeage. Dans la réalité, c'était lui qui avait la réalité du pouvoir. Et nous savions que ce ne serait qu'après avoir démantelé cette redoutable machine que nous pourrions envisager l'avènement d'une vraie république, d'un véritable état de droit. Mais nous avions désormais les moyens de nos ambitions. L'argent pleuvait à flot. Pour neutraliser toute velléité du DRS, de provoquer des émeutes populaires, comme il sait si bien le faire, nous n'avions pas d'autre choix, même si cela était déplorable, de corrompre, oui, c'est bien le mot, le maximum d'Algériens que nous pouvions. Ce n'était ni juste, ni encore moins moral, mais comme je le viens de le dire, nous n'avions pas le choix. Il nous fallait avoir la paix sociale si nous voulions aller jusqu'au bout de notre rêve, rendre l'Algérie aux Algériens, tirer la chasse d'eau de l'histoire pour évacuer tous les parasites qui infestaient la vie publique, qui se sustentaient de notre sang et de l'avenir de nos enfants. Mais les vents ne soufflent pas toujours au gré des voiles. Mon frère eut un premier accident très grave en 2005. En fait, contrairement à ce que nous avions déclaré, c'était un AVC. Mais malgré la violence du choc, mon frère avait gardé la presque totalité de ses facultés cognitives. Mais il était épuisé. C'est moi qu'il chargea d'assumer ses fonctions de façon invisible, en son nom. C'est à partir de cette période que j'ai pris en main les rênes de la présidence, en 2005. Et j'ai continué sur la même lancée. Mon frère voulait entrer dans l'histoire comme celui qui avait restitué l'Algérie à son peuple. Et il me chargea de tout mettre en œuvre pour y arriver, sans état d'âme, et d'aller vite, parce qu'il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Lors d'une discussion que nous eûmes pendant une réunion de famille, il m'expliqua que ce qui comptait plus que tout était d'arriver au but et que je ne devais pas hésiter sur les moyens qui étaient nécessaires. C'est pour cela que nous n'avons reculé ni devant la corruption, ni devant la manipulation des opportunistes, ni devant l'impératif de mettre de notre côté des puissances étrangères qui ne fonctionnaient qu'en fonction de leurs propres raisons d'État. Tout ce qui comptait pour elles était l'intérêt de leurs nations respectives et nous allions leur offrir énormément d'avantages sur un plateau d'argent. Le deuxième effet pervers, qui vint malheureusement bouleverser notre objectif, fut le deuxième AVC de mon frère. À un moment où nous le préparions pour un quatrième mandat, pour pouvoir enfin finir le travail. Malheureusement, cet accident-ci fut terrible. Malgré tous nos efforts, il avait perdu de façon irrémédiable la totalité de ses facultés. Il n'était tout simplement plus là. C'était comme s'il était mort. Il m'a laissé tout seul, face à un défi plus grand qu'une montagne, au milieu d'une faune vorace. Mais si l'article 88 avait été activé, s'il avait été déclaré dans l'incapacité d'assurer ses fonctions et de prétendre à un autre mandat, c'est comme si nous n'avions rien fait. Tout allait revenir à la case départ et pire encore, puisqu'avec l'argent disponible, le régime allait pouvoir tout acheter. Toute la responsabilité m'incombait désormais. Il fallait que je prenne de graves décisions. Et j'ai fait ce qu'il fallait faire, avec une détermination d'acier. Je n'avais rien entrepris de sérieux pour préparer ma propre candidature à la succession de mon frère. Alors j'ai usé de l'argent qui était à notre disposition et qui était sous mon contrôle pour faire en sorte que mon frère soit réélu, entre guillemets, je le concède, malgré son état. J'ai acheté tout le monde, y compris des puissances étrangères, et j'ai payé très cher avec l'argent des Algériens. Mais c'était pour eux que je le faisais. Et là, en ces terribles circonstances, j'ai su ce que la nature de l'homme était vraiment. J'ai vu dans toute son ampleur la laideur de certaines natures.
J'ai vu comment des gens, y compris ceux qu'on pensait être les plus honnêtes, les plus droits, les plus moraux, pouvaient être corruptibles. J'ai acheté de vrais révolutionnaires, des intellectuels, des universitaires de haut vol, des hauts gradés, des chefs d'État étrangers, des personnalités islamiques de renommée internationale. J'ai viré des sommes énormes à un tas de gens que les gens croient au-dessus de tout soupçon. Certains, juste pour prendre la pose devant mon frère et venir ensuite déclarer à la presse que celui-ci était en bonne santé, que c'était lui qui décidait de tout, alors qu'ils avaient assisté à des séances très pénibles. En vérité, pour pouvoir enfin me soulager d'un poids que je ne peux plus porter tout seul, mon frère, comme vous l'avez dit vous-même, mon cher Jameldine, n'est pas seulement incapable de réciter la table de multiplication de 2, mais même celle de 1. Il n'a même pas 10 minutes de lucidité par jour, et il lui arrive de ne pas se rappeler de son propre nom. Et il n'y a pas un seul ministre, ni un seul patron de presse, ni un seul officier général du haut commandement, ni un seul chef d'État étranger qui ne le sache pas. Il y a des milliers de hauts responsables et de journalistes algériens qui sont complices de cette utilisation frauduleuse de l'institution présidentielle. Pour ma part, j'ai ma conscience pour moi, je m'y suis prêté pour l'intérêt de la nation. Les autres complices ont été payés pour jouer le jeu. Il y a tellement de choses à dire sur cette énorme opération qu'il me faudrait écrire un ouvrage de plusieurs milliers de pages pour n'en décrire qu'une toute petite partie. Le jour où les opinions publiques internationales auront le fin mot de l'histoire, elles découvriront ce que leurs chefs d'État, leurs ministres des Affaires étrangères et même leurs journalistes leur auront caché au nom de la raison d'État. La prise d'otage de Abdelaziz Bouteflika va entrer dans l'histoire des nations et chacun sera jugé selon ses intentions. Fort heureusement, merci à Dieu, les nôtres sont nobles. Pour ma part, même si beaucoup reste à faire, je peux dire que nous avons réussi, mon frère et moi, à rendre à l'institution présidentielle toutes ses prérogatives, et plus encore. Nous pouvons nous flatter d'avoir réussi à démanteler le tout-puissant DRS, même si nous devons reconnaître que ce fut aussi grâce à l'aide du général Tawfiq, sans lequel nous n'aurions jamais pu obtenir de tels résultats en si peu de temps. C'est lui qui a été à 90% à l'origine du démantèlement du DRS. Je ne dirai pas les motivations profondes de Tawfiq. Ce n'est pas à moi de le faire. Quoi qu'il en soit, quand viendra le moment de me juger, n'oubliez pas que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour extraire ce pays des griffes de ceux qui le dévoraient tout cru. Désormais, c'est sur vous que vous devrez compter. Je ne peux plus continuer à faire souffrir mon frère parce que les Algériens ne savent pas ce qu'ils endurent, qu'il faut des heures de tournage pour obtenir 10 secondes d'image présentable. Il lui est arrivé de s'évanouir, de pleurer de douleur, de rage. Il a trop donné, et moi aussi. C'est fini. Ni mon frère ni moi ne pouvons continuer. Nous avons trop souffert. C'est aux Algériens de jouer à présent. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, et plus encore. Merci et bonne chance. Signé Saïd Bouteflika, conseiller spécial auprès du président de la République algérienne, post-scriptum. Et puis non. Ce qui est écrit en post-scriptum est trop important pour vous le dire maintenant. Je vous le dirai tout à l'heure. Aujourd'hui. Et ça. Renouvellement des structures du FLN à l'APN. Pari réussi pour Ammar Saadani. Par Nadia Mellel. Tout des aides. Beha Tliba, élu vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Par A. Tawi. El-Nahar El-Jadid. Beha Tliba, élu vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Par D. Smaïl. Vous avez vu, hein? Nous allons ouvrir le standard dans une dizaine de minutes à peu près. Je vais d'abord recevoir Hossein Jidel,
anthropologue et analyste politique qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons lui demander son avis sur cette lettre. Mais avant, comme il faut sacrifier à la coutume, nous allons parler de Tléba, le très 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 important, dans tous les sens, député FLN. Hussein Jidel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation, Jamal. Merci. Alors, malgré la gravité de ce que je viens d'annoncer, la lettre de Saïd Bouteflika, nous allons commencer à sacrifier au rite, parler de Tléba. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce député qui vient d'être élu à la vice-présidence de l'APN, député FLN? Ce n'est pas un non-événement pour moi parce que c'est une preuve qui s'ajoute à ce que nous disions depuis des années que Sahab Shkara ont la main maintenant sur une grande partie des institutions de l'État. Et maintenant, la règle est confirmée. Ce n'est pas l'intelligence ni la compétence qui offre un poste de responsabilité, c'est l'allégeance et la moralité entachée. Vous ne pouvez pas accéder dans l'Algérie d'aujourd'hui à un poste si vous ne répondez pas à ces deux critères. L'allégeance et l'incompétence. Et l'argent. Ça ne m'étonne pas que Tléba deviendra demain président de l'APN, de l'Assemblée nationale, ou vice-premier ministre, ou premier ministre, ou vice-président. Dans ce pays, tout est possible, et surtout dans les conditions actuelles. C'est-à-dire, maintenant, il n'y a plus de rapport de force, seul qui décide dans ce pays, un seul clan, et un seul, uniquement, clan, mais un clan qui partage aussi progressivement le pouvoir avec les gens de Shkara. Et ça, après l'affaire Haddad qui dictait aux ministres et aux autres la politique à suivre, nous avons un autre Abshkara, un autre avec un passé interrogatif, un poste dans un lieu qui normalement symbolise la volonté du peuple. Et comme la volonté du peuple est confisquée depuis 62, c'est tout à fait normal qu'il va s'asseoir dans des postes de responsabilité les gens qui n'ont rien à voir avec la volonté du peuple. Bien, je crois que nous avons tout dit, qu'il n'y a plus rien à dire pour ce qui est de Tléba. Nous en avons même trop dit. Sinon, que pensez-vous donc de cette lettre de Saïd Bouteflika? Écoutez, cette lettre, je ne crois pas un seul instant que Saïd Bouteflika est l'auteur. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était un bon démarrage, mais après, c'est des idées d'un opposant, mais c'est un mea culpa. Mea culpa. Saïd est en train de se dévoiler, de reconnaître qu'il est ceci, qu'il est cela, que tout ce que l'opposition lui reproche confirme dans cette lettre. Et ça, ce n'est pas le caractère de cette lettre. Et ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a tous les pouvoirs et qui ne le partage avec aucune autre institution, entre parenthèses, sauf l'armée qui fait partie avec lui d'un seul bloc. Donc je ne crois en aucun moment que Saïd pouvait écrire cette lettre. Donc, vous ne pensez pas que Saïd Bouteflika et Bouteflika Abdelaziz auraient pu se sacrifier pour le peuple, démanteler le DRS, enlever le pouvoir à l'armée pour le donner au peuple? Pour vous, ce n'est pas possible? Ça ne cadre pas avec leur personnalité? Non, aussi ça ne colle pas avec l'histoire de ces deux hommes, mais Saïd Bouteflika n'a pas pris le danger, n'a pas encouru tous ces dangers en démontant le DRS pour remettre les clés au peuple. C'est inconcevable. S'ils le feront, c'est une probabilité très, très, très minime, oui. Ils rentreront dans l'histoire. Et je ne pense pas que l'IRS a été démantelé et que la police politique a aussi été démantelée.
jusqu'aujourd'hui, j'apprends que un simple chômeur a été condamné à 18 mois de prison ferme parce qu'il a pris, il était dans une manifestation avec le portrait de l'ancien président de la Tunisie, Monsef El-Barzougi. Donc, ça ne colle pas. Et Bouteflika, comme j'ai dit sur une autre chaîne, Bouteflika partira au cimetière de l'Alia et gardera les clés de Moradi avec. Oui, mais Hussein, il y a quand même une certaine logique. Si Saïd et Bouteflika étaient comme vous êtes en train de nous le dire, ils seraient en train de préparer l'avènement de Saïd, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Un Saïd qui ne dépend que de la présence d'un frère moribond, qui peut mourir d'un moment à l'autre et se retrouver soit en prison, soit très inquiété, ça ne colle pas. Donc on se dit, après tout, peut-être que... Pardon, allez-y. Jamel, pourquoi voulez-vous que Saïd sorte de l'ombre et exerce la politique ou la responsabilité pleinement? Ça veut dire avoir des responsabilités juridiques, constitutionnelles et politiques, alors que maintenant, il a ce pouvoir sans aucune responsabilité. Ce n'est pas logique et ce n'est pas intelligent. Donc, moi, je dois revenir brièvement sur le démantèlement du RS. Le démantèlement du RS, ça a été fait à partir de l'affaire Tikentourine. Je l'ai dit hier sur le Magharibia en arabe. Et ça veut dire que c'est une volonté aussi étrangère de démonter le DRS, parce que le DRS, après Tikentourine, après la découverte l'année passée des liens des terroristes ont été massacrés en Tunisie, à la frontière tuniso-algérienne. On a trouvé sur leur téléphone un numéro de téléphone d'une caserne de DRS, a donné aux Occidentaux, notamment aux Américains, que le DRS maintenant devient dangereux. Il n'a pas cessé ses manœuvres connues dans le temps, et ils ont lâché tout vite, ils ont lâché tout le monde, ils ont confirmé Bouteflika dans son opération de démantèlement de DRS. Par contre, la goutte qui a fait déborder le vase, c'était la veille de l'Aïd, quand on a tiré sur le frère du président, ce qui constituait pour les Bouteflika une tentative de putsch. Et donc, le démantèlement de DRS, ce n'est pas une volonté endogène de Bouteflika, c'est une volonté exogène. C'est-à-dire, Jamal dit, Bouteflika, il a dit le jour de son arrivée, je ne veux pas être votre des présidents. Mais si Bouteflika avait vraiment Hussein, on vous entend. Hussein, le son s'est un peu dégradé. On va vous appeler au portable et vous restez avec nous sur Skype. À présent, nous allons recevoir quelques appels. Alors, avant de recevoir notre premier invité, Abdelaziz de Borj Bouhaririche, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur le post-scriptum de la lettre. Post-scriptum, cette lettre est un canular. Merci. Abdelaziz de Borj Bouhaririche. Allô? Oui, Abdelaziz, je vous en prie. Mes salutations, M. Bechenouf. Mes salutations, c'est Abdelaziz. أهلا بك. والله يبارك فيك الحمد لله يعيشك. تفضل. Moi, je ne connais pas ce Tliba. Moi, je n'ai pas compris. Tliba et le train-train. Oui, le Tliba, c'est le Baha Eddin, le député FLN qui est devenu vice-président de l'APN. Le train-train, c'est-à-dire la routine, quoi. Ça veut dire le train-train sous trois fois. Si vous voulez. Franchement, hein? Oui. Je ne connais pas ce Tliba, mais le train-train, le train s'il veut trois fois. Merci beaucoup. Alors, je prends Hassan de... Hassan Abdelaziz Hassan. Abdelaziz Hassan, journaliste. Oui. Nous l'avons perdu. Zoher de Tizi Ouzou. Zoher, merci d'être avec nous. On l'a encore perdu. Il y a un souci. Nous allons revenir à Hussein, que nous permettrons d'interrompre aussitôt que les appels commenceront à venir. Hussein, donc voilà, c'est un canular. Vous aviez raison. Oui.
Je vous dis, ça colle pas. On se bat pas de telle façon. N'oubliez pas que Saïd, l'erreur monumentale de DRS, ils ont sous-estimé Saïd. Ils l'ont sous-estimé et ils devaient faire attention dans leur guerre avec ce gars quand il a pu humilier qui? Le faiseur des présidents, Général Belkher. Général Belkher a été humilié, c'est vrai, puisqu'il a été d'une façon incroyable. Incroyable, il a été muté de directeur de cabinet à ambassadeur au Maroc. Restez avec nous, Hussein. Voilà. Nous allons recevoir quelques appels. Brahim de Bjaya. Allô, Brahim. Salut, Jamal. Ahlan bik, Brahim. Marhaba bik. Merci. Je voudrais vous poser une question au sujet de la lettre de Saïd. Du frère du président. Oui. Est-ce que réellement il vous a écrit ou bien il s'agit d'un canular? Eh ben, c'est un canular. Je voulais mettre un peu de piment dans votre café. Merci bien. Mais sinon, vous auriez voulu que ce soit vrai? Voilà. Donc, nous n'avons plus Brahim. Zoher de Tizi Ouzou. Bonsoir, monsieur Bouchenouf. Bonsoir, Zoher. Merci d'être avec nous. Je voulais poser la question par rapport à les attestations actuellement en Algérie. Oui, je vous en prie. Oui, c'est le pouvoir mafieux qui est en train de gérer ce pays. Oui, en effet. Oui, c'est la mafia qui gère ce pays. C'est vrai, mais il faudra nous dire si cette mafia est une cause ou une conséquence. C'est les militaires qui gèrent ce pays. Non, mais la mafia, est-ce que c'est une cause de notre passivité ou bien sûr, c'est notre faute, c'est la faute à la population. C'est une conséquence ou c'est une cause? Les codes sous pouvoir. Oui. Merci Zoher. Nabil de Biskra. Nabil Biskra, merci d'être avec nous, Nabil. Bonsoir, M. Jamaddin. Bonsoir, Nabil. D'abord, je devrais vous remercier pour avoir invité à travers notre petit écran à la maison de LLP, de Libre Penseur. Oui, bien sûr, Salim Laïbi. Oui. Et une bouffée d'oxygène. Exactement, c'est une personne très intéressante, en effet. Oui. Quant à ce qui se passe ici en Algérie, oui. Pour moi, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Tout était attendu à l'avance. Tout a été prévu. Nous avons des potiches qui nous gouvernent. C'est une... on ne peut pas qualifier ça de mafia, mais c'est de moins que rien. C'est de n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas où ils vont mener l'Algérie, mais... je sais très bien qu'elle n'ira pas à bon port. Très bien. Je rappelle que nos téléspectateurs peuvent poser des questions éventuellement à notre invité principal, Hussein Jidel, analyste politique et anthropologue. Je signale que nous venons d'apprendre que notre confrère Hassan Bourras a été arrêté, que la campagne d'intimidation se développe de plus en plus au niveau de toutes les wilayats. Je vous en prie, poursuivez avant de laisser la place à un prochain téléspectateur. Je vous en prie. On vous entend très mal, hein? On vous entend très mal. Mohamed Menbjaya. Mohamed. Bonjour Jamal. Bonjour Mohamed, merci d'être avec nous. Je voudrais intervenir sur votre chaîne. Je vous en prie. Écoutez, ce qui intéresse les Algériens, c'est pas la détention de personnes, d'un général ou d'un autre. Ce qui intéresse les Algériens, c'est la construction d'un État démocratique, un État de droit où les lois doivent être appliquées sur tout le monde. Je pense que le mal est très profond en Algérie. Le mal est très profond. Même si je me permets de vous dire que votre chaîne a toujours cautionné une certaine partie qui a fait un malheur pour l'Algérie. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Voilà. Oui. Bon, cher ami Jamal, les Algériens doivent se mobiliser afin de préserver leur pays. Et je vous remercie. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'appel, je reviens à Hussein.
Hussein, on vient d'apprendre que Hassan Boras, notre confrère, vient d'être arrêté. Il y a 2 jours, quelqu'un qui m'a demandé de ne pas citer son nom, une personnalité très connue au niveau des droits de l'homme en Algérie, m'a signalé que une véritable campagne d'intimidation s'était mise en marche pour essayer de faire taire les gens en prévision de ce qui est en train de se préparer visiblement, un changement profond, une reconfiguration du régime. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne m'étonne pas parce que dans l'état actuel des choses, le pouvoir actuel ne veut plus des éléments mobilisateurs et des éléments qui peuvent être à n'importe quel moment dans la rue. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une suspicion que le DRS et quelques militaires et et compagnie essayent de créer une situation conflictuelle dans la rue. Et donc, si ça s'ajoute à ces éléments, ce n'est pas gérable. Et donc, c'est une prévention. Restez avec nous, Hussein. Slimane Batna. Slimane Batna. Salam alaikum. Wa alaikum salam, ahlan bik Slimane. Merci d'être avec nous. Est-ce que c'est possible تعطيني le mail تاعك حبيت نكتب لك quelques mots. معليش درك ترجع مع سامية, elle va vous le donner, mais sinon c'est jamal.benchenouf@yahoo.fr. On va essayer de vous l'écrire en bas de l'écran. Sinon vous avez un commentaire à faire? Vous avez un commentaire? Salut, salam alaikum من باتنا. بارك الله فيك, اهلا بك. وسلمنا على جماعه باتنا وجماعه السطون وليزالي وباتنا كامل. بارك الله فيك. كمال من بجايه. كمال. الو كمال من بجايه. السلام عليكم. عليكم السلام, اهلا بك كمال. Bonsoir monsieur Jamal. Bonsoir Kamal, comment allez-vous? Je suis en direct. Oui, vous êtes en direct Kamal. Jamal, je vous remercie d'abord pour votre émission. Vous avez pratiquement touché à tous les sujets qui nous préoccupent en Algérie. Merci. Donc, j'aimerais... Bon, je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai pas vraiment suivi le début de l'émission. Oui. Mais, paraît-il, vous parlez du DRS, du frère d'Abdelaziz Bouteflika. Oui. Alors, donc, pour nous, en Kabylie, nous avons vécu pendant 3 ans, avec la période des Harouches, nous avons vécu la période de répression, la période... Donc, ça ne nous étonne pas. Tout ce qui vient de ce régime, ça ne nous étonne pas. Mais, à force du temps, on banalise un peu les choses. C'est-à-dire que c'est ce qui est dramatique en Algérie. C'est-à-dire que les gens se sont un petit peu habitués avec tous ces dépassements. Donc, c'est malheureux. Les partis politiques... L'activité des partis politiques est pratiquement gelée. Donc, on voit tout le bout actuellement. Oui, c'est malheureux. C'est vrai que la banalisation est la pire des choses qui puissent... En politique, la banalisation est très malheureuse. Merci beaucoup, Mohamed, si je prononce bien, de Dagenheim, Grande-Bretagne. Mohamed. السلام عليكم. وعليكم السلام, اهلا بك سي محمد. اهلا جمال خويا. Quel honneur d'avoir Jamal au bout du fil. Merci beaucoup. J'ai un seul mot à dire Anaya. Parce que si je vais commenter, je vais commencer à insulter les voyous. Est-ce que tu vas nous faire croire que Père Noël existe? وتبغي نقولها لك بالانجليزيه؟ قولها لي. Do you want us to believe Santa Claus coming around? Voilà. No, I don't believe. Je n'y crois pas un seul instant. Mais on aime bien rêver. On aime bien faire rêver les gens.
leur donner 5 minutes de bonheur ou d'espoir. Quel rêve! Ouais, quel rêve! Bonjour à toute l'équipe, Inch'Allah, وعلى كل المجاهدين والمشاكل اللي راهم يشوفوا كيفنا. ربي يبارك فيك خويا. السلام ورحمة الله. السلام. Chérif من باريس. Chérif de Paris. Bonsoir, Bechinoff. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et à ton invité aussi. Je voulais juste poser une petite question par rapport à ce canular. Oui. Et je pose la question de est-ce que certaines personnes de l'opposition ne contribuent pas à diffuser, à faire croire au peuple algérien ce même canular en prêtant à Gaïd Salah et sa clique, et tout le monde connaît Gaïd Salah, et la main mise sur Annaba par ses enfants et sa famille, etc. Est-ce que certains de l'opposition ne participent pas également à faire croire ce canular-là aux Algériens? Salam alaikum. Wa alaikum salam, barakallahu fik. Hussein, donc les uns pensent que c'est un trop beau rêve qu'il est impossible à réaliser, quasiment, autant que de croire en le Père Noël. Ils sont à ce point négatifs, ces gens du régime, pour ne pas permettre ne serait-ce que l'once d'un espoir, d'une possibilité, d'une illusion. Non, ils sont négatifs, oui, mais ils sont par défaut, parce que rien ne se fait sans le peuple. Donc maintenant, je rejoins et je réponds à la question de Chérif. Les gens qui font circuler qu'il y a une poignée de militaires, de régimes qui veulent un régime qui représente la volonté du peuple, un État civil, etc. Ça, c'est du rêve. Dans l'histoire, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir, ça s'arrache. Ou le peuple prend sa responsabilité, arrache sa volonté et sa souveraineté, ou sinon, ces gens-là, ils resteront par défaut. Mais la seule chose qu'on doit signaler, c'est que la rue est imprévisible. Aucun ne peut prévoir la réaction d'un peuple, quelles que soient les assurances données. Hussein, vous venez de mettre le doigt sur ce que je voulais, où je voulais arriver. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir ne se donne pas. Ali من بجاية. Ali de Bjaya. Ali? Oui. Je vous en prie, Ali, vous êtes en direct. Ali, vous êtes avec nous? Oui, oui. Alors, Karim من عنبة. والله سي جمال Oui. مساء النور. مساء الخير، اهلا بك. شوف انا اطار في الجزائر. Oui. والله نتاسف كثير يعني كيفاش تهضروا على بلادكم من البعيد، انتم هكا عايشين في الخارج. Oui. انتم في الخارج، عايشين في الخارج وما فيش، وقاعدين نطيحوا في البلاد يعني هكذا. اروحوا لنا هنا وحاربوا معنا هذا الفساد هذا، ماهوش من ثم يا فاهم. سي عباس المداني عاقلته الدور ولده عامل شركه ثم عندكم انتم ثم، وجايين لينا هنا نهار كامل انتم يعني تهزوا على هذا الشعب هذا. C'est Ali, moi je vais vous demander quelque chose. Mais répondez-moi, je vais vous demander quelque chose. Nous avons fait une demande à votre régime d'avoir un bureau à Alger. Non, c'est votre régime. Nous avons demandé à votre régime d'avoir un bureau. جاوبني. On a demandé à être à Alger. معليش. Nous avons demandé à l'État algérien. يعني نهضر معاك. أنا قلنا لك باللي أنا طلبنا باش نجيو نحلوا مكتب في الجزائر ما قبلوناش. تقدر تشوف لنا أنت لربما يعطيونا l'autorisation نجيو كل الجزائر. nous sommes la seule télévision algérienne de statut étranger à qui on a refusé l'installation à Alger. La seule. Est-ce que vous pouvez nous arranger l'affaire avec Jma'a? يعطيونا l'autorisation. Il n'est plus avec nous, le monsieur. Hassan من la Suisse. Hassan, تفضل سي حسن. Ok. Je vous en prie. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Jamel. Je vous en prie, vous êtes en ligne. تفضل سي حسن.
Alors, je suis en train d'écouter, je suis vraiment, mais tout le monde sait qu'il y a une mafia en Algérie. Déjà, vous parlez de régime, il ne faut même pas employer ce terme, parce que c'est un régime bananier, oui, de banane. Oui, en effet. Tout le monde sait ce qu'ils font. Tout le monde sait que l'Algérie est corrompue, que c'est des voleurs, que c'est des voyous, mais tous, sans exception, tout le gouvernement et leurs frères, leurs frangins, leurs frangines, etc. Tout le monde le sait, personne ne bouge. Premièrement, c'est la population qui doit bouger. Et autre chose, on ne peut pas employer le nom de régime pour ces gens-là. Oui. C'est des voyous, c'est de la mafia. C'est la mafia. Oui. C'est de la... pas plus. Et je vous remercie. Merci beaucoup. عمار من جيجل. عمار من جيجل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك سي عمار. بيك ولا تحياتي سي كمال. اهلا بك. بون اسكو نقدر نتكلم باللغه العربيه؟ تفضل. لك الفضل والشكر. يعني قلت انا الاول كنت نتكلم في موضوع ودرك بغيت نعقب على الاخ الكريم اللي كان يعني يهجو القناه. نعم. تفضل. انا كنت في الامن العسكري. كنت في الامن العسكري وشفت النظام اللي سيت اون كونتينيتي نتاع الريجيم تاع فرنسا، استمراريه تصورهم لي كونتين. فهمت؟ هذوك السيد هذا يحوس يقول لك روح للجزائر. اطار يعني اطار. ايه والله راني مستحي على بلاصتو بزاف وسمحوا لي سي كمال. بارك. تحياتي، السلام عليكم. بارك الله فيك، بقى على خير خويا. كريم من الجزائر. كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك سي كريم. تفضل. اهلا بك خويا، وشكون لاباس؟ لاباس يبارك فيك، الحمد لله يعيشك. تفضل. واش الاحوال اللي عندكم يا خويا؟ واخويا لاباس، نتكركبوا مع الدنيا مرة هاك ومرة هاك حتى لاباس الله يبارك. هذه. وسمعتوا ما خدمتكم؟ كيف اخويا؟ نعم خويا. ايه تفضل، إذا عندك ما تهدر تفضل. عندي واش نهضر؟ ايه. يا ودي نقول لكم ايه صح. السلام عليكم. كاش معنا واحد اخر؟ كالكان دوتر؟ الور ما عنده ما بقى الحصه. Hussein, monsieur vient de nous appeler. Ça arrive de temps en temps quand on ouvre le standard. Je rappelle que Magharibia ouvre le standard sans contrôler les appels. Donc il arrive que des gens comme ça arrivent pour nous insulter. C'est normal, ça fait partie du jeu. On va prendre un dernier appel, puis nous revenons à Hussein pour clôturer. Mahieddin Mblida. Merci Jamal. Mahieddin, ahlan bik. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais un peu partager mon inquiétude parce que les nouvelles ces derniers jours prouvent le mal profond que vit l'Algérie. Oui. Les arrestations, même de certains hommes d'affaires importants sont malmenés, une véritable guerre des clans. On se demande où ça va aller. Moi, c'est ça. Oui. Et entre-temps, le peuple reste passif. Moi, je crois qu'il est grand temps que l'opposition fasse quelque chose. L'opposition doit se réapproprier la rue. On doit, si la rue est sécurisée, demain vous aurez 10 millions d'Algériens qui vont sortir parce que cette situation devient inacceptable. Il est hors de question de continuer comme ça. On va assister passivement comme ça à des guerres des clans, à une guerre de mafieux. Ça ne peut pas durer. Il est hors de question. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir d'Algérie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que je lance un appel à cette opposition. Au lieu la dernière fois, j'ai entendu Sofiane Djilali qui parlait de gens passifs. Non, sécuriser la rue. Nous sommes des pères de famille. Il y a des gens qui ont des responsabilités, etc. On ne peut pas comme ça. Vous voyez des gens importants, des généraux sont arrêtés pour avoir dit quelque chose comme ça. Merci. Nous allons prendre un dernier appel. Nous revenons à Hussein. طيب من سعيدة. طيب تفضل. كلمة قليلة من فضلك خاطر ما بقاش الوقت. يا أخي ماذا نقول أن الجزائر أصبحت في يد عصابة. نظن إلى رموز الجزائر من حافظوا على الجمهورية، رجال الجزائر مثل بالحديد يعني احنا ننتفض لا نريد أن نرى رجالنا وجنرالاتنا اللي يحموا الجزائر أنهم يجي هذا المهبوط تاع سعيد بوتفليقة ويقبض عليهم. أين الجيش؟ أين ضباط الجيش؟ أين الأحرار من الجيش؟ نريدهم أن ينتفضوا. حان الوقت أن ينتفض الجيش. بارك الله فيك. Morad de Paris, c'est vraiment le dernier intervenant. Morad, تفضل.
J'essaie de vous avoir, c'est Jamal, مساء الخير. مساء الخير اهلا بك. C'est Jamal. والله يبارك فيك. Merci beaucoup. En fait, voilà, je voulais intervenir juste pour compatir avec le général Ben Hadid. Moi, j'étais militaire à l'époque, pendant les 2 ans, à Tlerma et tout ça. Et il était notre commandant de la brigade. Et c'était un commandant sympa, très sympa. Il était honnête, c'était un homme de terrain, c'était pas un homme comme on dit. Et voilà, avec le... Moi, je suis taxieur à Paris. Oui. À Orly, on les voit. Comment ils passent à la balque, ديما يجيو يسوقوا على بالك. مرت فلان تجي عند الحفاف، مرت هذاك. الجماعة الكل قاعدين نشوف. يديو فيها طايبة والشعب راه ساكت على بالك. ويفو با فيرو بارتي اللي عندنا اون سمومون بكل على بالك موكلينهم. على بالك كامل على بالك عندهم لو فيروس تاع لا كوربسيون. Même les partis, les opposants soi-disant. Merci. Je suis obligé de vous interrompre malheureusement. L'émission arrive à sa fin. Nous allons laisser le mot de la fin à Hussein. Hussein. Écoutez, moi je dis une chose, ce changement qui est en train de se produire, il n'est nullement dans l'intérêt d'Algérie jusqu'à preuve du contraire. Je ne crois en aucun moment que Saïd Bouteflika et son frère veulent l'intérêt du peuple, veulent une démocratie ou un État civil. Mais la responsabilité ne leur incombe pas uniquement à eux, mais aussi aux militaires et notamment au DRS. C'est le DRS qui les a ramenés, c'est le DRS qui les a imposés, et maintenant c'est leur affaire. Ça n'intéresse les Algériens en rien. Qu'ils mettent en prison un général ou des généraux, c'est leur problème, c'est entre eux, et voilà ce que ressentent les Algériens. Il ne faut pas, je réponds à la question de Chérif, certes, les gens soi-disant de l'opposition qui font circuler l'idée que Gaïd Saleh est en train de nettoyer l'armée, ce n'est pas vrai. Ce sont des militaires qui disent ça, et on sait, les militaires sont des militaires. J'ajoute une information, on a une information très bas, on a évoqué au début de l'émission, il a un lien familial avec Gaïd Saleh. Donc on voit bien comment ça se passe les choses, et l'espoir et l'histoire, c'est que le peuple soit dans une logique de changement pacifique, sans être avec un clan contre un autre. Merci Hussein, en espérant vous revoir bientôt dans nos émissions. Cette émission est maintenant terminée. Je rappelle que le général Ben Hadid a été arrêté, un mandat de dépôt a été donc lancé contre lui. Il est en prison en ce moment. Merci donc d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.